Salut à tous les passionnés d'histoires méconnues, installez-vous confortablement pour une plongée vertigineuse dans l'intimité des grandes stars. Aujourd'hui, nous allons soulever le voile sur un dossier brûlant, imprégné d'embrun du Pacifique d'odeurs de tiare, mais surtout marqué par la douleur sourde d'une étoile filante qui s'est écrasée bien trop tôt. Oubliez l'instant de quelques minutes la grisaille du quotidien et laissez votre esprit s'envoler vers les tropiques, direction la Polynésie française, en ce fatidique 20 août 1980. Il est 12h30 précise à Papeete, le soleil tape fort écrasant de sa chaleur, le célèbre restaurant Chez Michel et Eliane, le repère incontournable de la jet-set. C'est l'endroit où il faut être vu un havre de paix luxueux, où le gratin mondial vient goûter à la fameuse douceur de vivre polynésienne. L'atmosphère est lourde, tropicale, saturée par le parfum des fleurs et le bruit rythmé des vagues de l'océan qui viennent lécher le rivage, comme dans un décor de cinéma trop parfait pour être vrai. Au cœur de cette carte postale vivante, un homme capte tous les regards magnifiques dans son costume blanc immaculé, qui tranche radicalement avec les chemises à fleurs des touristes alentours. Cet homme, c'est Joe Dassin. À 41 ans, il est au sommet de sa gloire, l'empereur incontesté de la variété. C'est le titan au disque d'or qui a fait fredonner chaque foyer de l'Hexagone avec des tubes monumentaux comme « L'été indien » ou la ballade des Champs-Élysées. Pour quiconque l'observe ce jour-là, Joe incarne la réussite absolue, un prince en exil doré, entouré de sa cour d'amis fidèles et de sa famille, profitant d'un repos mérité. Mais les apparences sont trompeuses, car si l'on plongeait dans l'océan de ses yeux bleus, on y verrait une brume épaisse, un voile de mélancolie terrifiant. Ce qui pèse sur lui dépasse largement la simple fatigue d'un vol long courrier ou l'accablement de la chaleur équatoriale. C'est le fardeau écrasant d'une existence passée à courir après un idéal de perfection qui se dérobe sans cesse sous ses pas. Quelques instants à peine avant que la tragédie ne frappe Joe, avait lâché des phrases énigmatiques, résonnant désormais comme une prophétie macabre. Il confiait à ses proches avoir l'impression d'avoir atteint le terminus, comme si son âme avait déjà accepté l'inévitable, alors que son corps luttait encore par habitude. Sa voix trahissait une résignation glaciale, celle d'un homme vidé qui a offert chaque parcelle de son être au public et qui se retrouve désormais à sec. Et puis brutalement le temps se fige au milieu du repas, comme un film dont la pellicule casse net. Un silence de mort s'abat sur la table, fracassant la joie ambiante. Joe Dassin s'effondre doucement, sans un cri, sans théâtralité, tel un pantin dont on a tranché les fils invisibles. La stupeur est totale, l'assemblée est pétrifiée, incapable de comprendre que l'impensable est en train de se produire sous leurs yeux. Un médecin présent par miracle s'acharne sur sa poitrine pour relancer la machine, mais ce cœur qui a battu si fort pour des millions de fans refuse de repartir. L'idole s'éteint, loin de Paris. Pourtant, ne soyez pas dupes, ce n'est pas ce déjeuner ou le climat tropical de Tahiti qui a eu raison du grand Joe Dassin. La réalité est infiniment plus sombre, tissée de drames intimes que les projecteurs ont soigneusement dissimulés pendant des années. Cette mort foudroyante n'est que le dernier acte d'une lente et douloureuse descente aux enfers amorcés 7 ans plus tôt, en 1973. Ce jour-là, sous son costume de scène blanc, Joe dissimulait 3 plaies béantes, invisibles à l'œil nu, mais mortelles pour l'âme. 3 secrets qui le rongeaient de l'intérieur: le deuil, impossible d'un premier enfant, une passion amoureuse toxique et dévastatrice, et la prison dorée de sa propre notoriété. C'est cette trinité maudite, ce cocktail de souffrances accumulées, qui a véritablement pressé la détente et arrêté son cœur ce midi-là. Pour saisir pourquoi le chanteur préféré des Français a fini par rompre, il faut rembobiner le film de sa vie et aller chercher l'homme vulnérable derrière le mythe. Pour prendre la pleine mesure de la cruauté du destin de Joe Dassin, il faut d'abord réaliser l'altitude vertigineuse à laquelle il évoluait. Il est crucial de comprendre qu'il ne faisait pas que chanter. Il planait littéralement au-dessus de tout le show-business français de l'époque. Au milieu des années 70, Joe n'était pas juste une star, c'était une institution nationale, un antidépresseur prescrit à toute la France giscardienne. Avec sa carrure d'athlète, son regard de velours et cet accent américain irrésistible, il avait tout pour plaire.
Il était l'incarnation vivante du gendre idéal, le romantique absolu, que toutes les mères rêvaient pour leurs filles dans cette France d'après-guerre. Ces titres comme « L'été indien » et « Si tu n'existais pas » ou « Les Champs-Élysées » dépassèrent le stade de la chanson, c'étaient des hymnes générationnels, des promesses de bonheur éternel. La Dancing Mania était alors à son paroxysme, une fièvre qui s'emparait du pays entier. Chaque sortie de l'artiste virait à l'émeute des marées humaines, hurlant son nom prêtes à se faire écraser, juste pour effleurer le tissu de sa veste blanche légendaire. Mais attention, cette ascension vers les sommets n'avait rien d'un accident heureux ou d'un coup de chance. C'était le fruit d'un labeur titanesque, d'une discipline de fer qui trouvait sa source dans une blessure d'enfance jamais cicatrisée. Tout part d'une insécurité profonde. Joe était le fils de Jules Dassin, génie du cinéma chassé des États-Unis par le macartisme et sa chasse aux sorcières. Il a grandi avec ce syndrome de l'éternel étranger trimballé de pays en pays, un déraciné perpétuel qui sentait qu'il devait en faire 2 fois plus que les autres pour justifier sa simple présence. Il refusait catégoriquement d'être réduit au statut de fils d'eux. Il voulait bâtir son propre royaume, et cette soif de reconnaissance l'a transformé en maniaque du travail. En studio d'enregistrement, il devenait tyrannique avec lui-même, capable de reprendre une simple phrase des centaines de fois jusqu'à la perfection absolue. Rien n'était laissé au hasard. Il contrôlait chaque virgule, chaque note de basse, chaque respiration, agissant moins comme une pop star désinvolte que comme un architecte angoissé, obsédé par la solidité de l'édifice qu'il construisait pour la postérité. Cependant, ce que la foule en délire ne soupçonnait pas un seul instant, c'était le tarif exorbitant, presque inhumain, que cette quête obsessionnelle de la perfection réclamait à son organisme et à son psychisme. Cette nonchalance légendaire, ce style décontracté à l'américaine qu'il projetait sur nos écrans de télévision, n'était en réalité qu'un mirage savamment orchestré, une pure fabrication. Un tour de passe-passe éblouissant. La vérité était bien plus sombre quelques minutes avant de bondir sous les projecteurs. Joe était littéralement paralysé par un trac destructeur, une anxiété profonde qui lui broyait les entrailles. La mythologie entourant son célèbre costume blanc immaculé dissimule une anecdote bouleversante, un secret de coulisses que seule une poignée d'intimes connaît vraiment. Le chanteur était rongé par un stress si intense qu'il se voyait contraint de changer de chemise à de multiples reprises durant le même récital, car le tissu finissait immanquablement trempé, non pas par la chaleur des feux de la rampe, mais par une sueur froide, celle de la terreur panique de ne pas satisfaire son public. Il évoluait avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hanté par la peur viscérale de décevoir, redoutant l'instant fatidique où les projecteurs se détourneraient de lui pour toujours. C'est ainsi qu'il s'est enfermé dans une spirale infernale, acceptant un calendrier démentiel de 150 galas par année, avalant les kilomètres de bitume, sacrifiant son sommeil et sa nutrition, exploitant son corps, comme s'il s'agissait d'un moteur inusable. Il ignorait alors que cette course éperdue vers les sommets de la gloire était en train de cimenter brique après brique le mur impitoyable contre lequel il allait violemment se heurter. Une collision inévitable qui allait précipiter sa chute bien plus tôt que prévu, car si sa carrière touchait les étoiles, les fondations mêmes de son existence privée, s'apprêtait à subir un séisme de magnitude absolue en l'an 1973, inaugurant la première des 3 blessures fatales qui allaient inexorablement le conduire vers sa fin tragique. Tandis que la France entière chantait en chœur ses mélodies ensoleillées et que les guichets des salles de spectacle affichaient complets des mois à l'avance, le cœur de l'homme, loin de l'idole, se préparait à essuyer un ouragan émotionnel dévastateur qui allait le pulvériser de l'intérieur. Pour saisir l'ampleur de cette véritable descente aux enfers, il est impératif de voir plus loin que les disques d'or et les paillettes, et de se pencher sur son aspiration la plus profonde, celle qui éclipsait tous ses triomphes scéniques, le désir ardent de bâtir un foyer. Cela faisait une décennie que Joe partageait son quotidien avec Maryse Grimaldi, une compagne solide et discrète qui constituait son pôle de stabilité, son havre de paix, loin de la frénésie médiatique.
Lorsque la grossesse de Maryse fut confirmée en 1973, ce fut pour le chanteur l'apothéose, le sommet de sa vie, la concrétisation d'un bonheur authentique et sans artifice après lequel il courait désespérément depuis sa propre enfance. Il s'imaginait déjà dans ce nouveau rôle paternel avec une douceur infinie, rêvant d'un quotidien où les berceuses remplaceraient le tumulte des ovations. Cependant, le destin, avec une perversité rare, a décidé de métamorphoser ce conte de fées en un cauchemar d'une noirceur absolue. Le petit Joshua est venu au monde bien trop tôt, un grand prématuré trop fragile pour résister à la violence de notre monde. Durant 5 interminables journées, 120 heures d'une torture mentale innommable, Joe est resté suspendu entre un espoir insensé et une terreur glaciale, veillant ce corps minuscule sous les néons agressifs de la clinique. Puis, le verdict est tombé. Joshua a rendu son dernier soupir emportant dans sa tombe une part irremplaçable de l'âme de son père. Perdre sa chair et son sang est une aberration de la nature, une souffrance si archaïque et violente qu'aucun mot du dictionnaire ne saurait la définir. Et pour un être à la sensibilité écorchée, vive comme Joe, ce drame a agi comme un coup de poignard fatal en plein cœur. Au lieu de s'autoriser à s'effondrer ou de prendre le recul nécessaire pour panser cette plaie béante, il a opté pour la seule stratégie de survie qu'il maîtrisait. Il a choisi la fuite en avant tête baissée. Il s'est noyé corps et âme dans le labeur, transformant sa passion pour la scène en une anesthésie brutale pour ne plus penser. Refusant catégoriquement d'annuler la moindre date, il montait sur les planches, soir après soir, pour chanter la légèreté de l'été indien, alors que son intérieur n'était qu'un champ de ruines. Chaque concert devenait un hurlement muet pour couvrir sa propre détresse, chaque voyage, une tentative désespérée de mettre de la distance avec la chambre vide de son fils. Ce drame a malheureusement creusé un abîme infranchissable entre lui et sa compagne de toujours Maryse. En dépit de l'affection profonde qui les liait encore, le spectre du petit Joshua planait sur leur maison, rendant l'air de leur quotidien irrespirable. Leurs regards ne parvenaient plus à se croiser sans y voir le reflet de la perte du manque cruel et du deuil impossible. Finalement, ce couple mythique a fini par rompre les amarres, non par désamour, mais par pure incapacité à survivre ensemble à ce naufrage émotionnel. Désormais livré à lui-même, écorché et vulnérable, Joe devenait la proie idéale pour les démons qui guettent les âmes solitaires. Il s'imaginait naïvement avoir traversé le pire de l'orage, sans se douter qu'il s'engageait sur un sentier encore plus périlleux. Une voie pavée de passions destructrices et d'excès en tout genre, qui allait constituer la deuxième entaille mortelle dans le fil de sa destinée. Le destin, avec son ironie habituelle, a offert à l'artiste une seconde chance qui avait toutes les apparences du bonheur parfait, mais qui contenait en germe les racines de sa propre fin. Quelques années après le drame de Joshua, la route de Joe a percuté celle de Christine Delvaux, une jeune femme incandescente aussi flamboyante que mystérieuse qui allait devenir sa seconde épouse légitime. À ses côtés, le miracle de la vie s'est reproduit. Joe a pu accéder à la paternité non pas une seule fois, mais à 2 reprises avec les naissances bénies de Jonathan et Julien. La presse People de l'époque nous a submergés de clichés idylliques, exposant un Joe Dassin rayonnant de fierté, serrant sa progéniture contre son cœur, le visage transfiguré par cette paternité qu'il n'espérait plus. Pour le grand public, la boucle semblait bouclée. Le prince de la chanson française avait enfin trouvé sa reine et assuré sa descendance. Cependant, dès l'instant où les projecteurs s'éteignaient et que le crépitement des flashs cessait, le conte de fées médiatique laissait place à un thriller psychologique sombre et angoissant. L'idylle publique entre Joe et Christine s'est tragiquement révélée n'être qu'un miroir aux alouettes, une relation toxique où la passion se mêlait à une destruction mutuelle, lente et inéluctable. Leur foyer, loin d'être un havre de paix, s'est métamorphosé en un huis clos irrespirable, ponctué par des crises de jalousie maladive, des hurlements qui déchiraient le silence jusqu'aux premières lueurs de l'aube, et une fuite en avant dans les excès qui bannissaient toute forme de sérénité. Joe, cet homme qui par nature ne rêvait que de douceur, de stabilité bourgeoise et de tranquillité.
se retrouvait piégé tel un insecte dans une toile au cœur d'un tourbillon émotionnel dévastateur qui vampirisait la moindre parcelle de son énergie vitale. Pour échapper à cet enfer domestique quotidien et pour assumer le coût exorbitant de ce bonheur de façade, Joe a commis l'erreur irréparable de resserrer ses chaînes, se livrant corps et âme à sa carrière, comme on se jette dans le vide. Il s'est transformé en un véritable forçat de la chanson, un esclave volontaire de son propre succès, acceptant des cadences infernales et des tournées suicidaires à l'autre bout du monde, trouvant plus de réconfort dans la froideur anonyme des chambres d'hôtel que dans la chaleur étouffante de sa propre maison. Son organisme martyrisé par un stress chronique des cigarettes fumées à la chaîne et des nuits sans sommeil a commencé à tirer la sonnette d'alarme de manière assourdissante. Pourtant Joe, aveuglé par un sens du devoir pathologique et une fuite en avant désespérée, a choisi d'ignorer ces signaux de détresse, se bouchant les oreilles face à l'évidence. L'avertissement final, celui qu'on ne peut ignorer, a frappé durant cet été maudit de 1980. En plein mois de juillet, à peine quelques semaines avant son ultime voyage, Joe a été foudroyé par un infarctus massif, nécessitant une évacuation d'urgence vers l'hôpital américain de Neuilly. Le diagnostic des cardiologues est tombé comme un couperet brutal et sans équivoque, son cœur était à bout de souffle, une véritable bombe à retardement, prête à exploser à la moindre sollicitation. La prescription était stricte, un repos total et absolu, avec la mise en garde terrifiante que le moindre écart de conduite pourrait signer son arrêt de mort. Mais Joe sortait à peine d'une guerre juridique impitoyable pour obtenir la garde de ses fils à la suite d'un divorce acrimonieux qui l'avait laissé exsangue. Il se sentait invincible, porté par l'adrénaline de la victoire, ou peut-être était-il secrètement résigné, habité par un fatalisme tragique. Au lieu de s'aliter pour tenter de survivre, il a pris la décision qui allait sceller son destin. Il a bravé l'interdit médical formel pour emmener ses enfants et ses proches à Tahiti. Il s'était persuadé avec une naïveté touchante que la chaleur du soleil du Pacifique serait un remède bien plus puissant que n'importe quel médicament occidental. Il ignorait qu'en montant dans cet avion, il venait de valider son propre ticket pour l'au-delà et qu'il ne reverrait plus jamais la terre ferme de la métropole. Nous voici donc revenus autour de cette table fatidique du 20 août à cet instant précis où le fil ténu de son existence s'apprête à céder. Ce jour-là, l'ironie du sort voulait que Joe Dassin pense avoir enfin reconquis sa liberté et le droit au bonheur. Il venait de sortir victorieux d'une bataille judiciaire épuisante pour ses enfants, et dans un excès d'optimisme, il croyait que les tempêtes étaient désormais derrière lui. Il visualisait ce séjour tahitien comme le premier chapitre d'une nouvelle existence, une renaissance loin des projecteurs aveuglants et du tumulte du show business. Cependant, il y avait cette phrase troublante, cette obsession qu'il répétait à son entourage comme une prophétie ou un mantra inquiétant. Il affirmait sans cesse qu'il mettrait un terme définitif à sa carrière à l'âge de 40 ans, pour enfin vivre pour lui profiter de sa fortune et voir ses fils devenir des hommes. Le destin d'une cruauté sans nom l'a pris au mot, mais en lui imposant une fin bien plus définitive que la retraite qu'il espérait. À 41 ans, il a effectivement tout stoppé, les enregistrements, les concerts, les angoisses et la course contre la montre. Mais en lieu et place de la retraite dorée sous les cocotiers, c'est le grand silence éternel de la mort qui est venu le cueillir à froid. Lorsque sa tête a doucement basculé sur sa poitrine au milieu du déjeuner, la scène était dépouillée de tout artifice, loin des drames hollywoodiens surjoués. Aucun cri déchirant n'a brisé l'instant, c'était simplement le calme effrayant d'une flamme de bougie que l'on souffle brusquement, laissant place à l'obscurité. Le hasard, ce scénariste parfois sadique, avait pourtant disposé les pions d'une manière invraisemblable. Il se trouvait qu'un médecin prenait son déjeuner à seulement quelques mètres de la table du chanteur. Ce dernier a réagi à la seconde, tentant l'impossible pour transformer ce restaurant paradisiaque en salle de réanimation de fortune, sous les yeux horrifiés des autres convives. Durant de longues minutes qui ont semblé s'étirer sur une éternité, ce médecin a massé ce cœur fatigué, ce cœur qui avait tant offert au public s'échinant à relancer une mécanique qui avait irrévocablement décidé de s'arrêter.
Hélas, c'était un combat perdu d'avance, car ce n'était pas seulement une défaillance artérielle due à la pression physique. C'était l'âme même de Joe qui avait décidé de lâcher prise, accablé par 3 blessures secrètes, le deuil jamais cicatrisé de son premier fils Joshua, les ravages toxiques de ses amours destructeurs et l'épuisement total d'une vie passée à se consumer pour les autres. Tout s'était ligué pour porter l'estocade finale. Et comme pour souligner le caractère inéluctable de cette tragédie grecque, l'unique ambulance disponible sur l'île retenue ailleurs n'est arrivée sur les lieux que 40 minutes plus tard. 40 minutes de trop, dans une course contre la mort. Joe Dassin, l'homme qui avait incarné l'été indien et la joie de vivre, s'est éteint au milieu de cette beauté tropicale qu'il était venu chercher sans avoir eu le temps d'en savourer la douceur. Sa disparition n'était pas un simple accident médical, mais l'aboutissement tragique d'une prophétie qu'il avait écrite lui-même sans s'en rendre compte, en voulant jouer le rôle de l'homme parfait sur tous les fronts, le fils idéal, l'idole parfaite, le père irréprochable. Dans cette quête d'absolu, il avait oublié la règle la plus élémentaire de notre condition. Il n'était qu'un être humain, mortel et fragile. À cet instant précis, sous le soleil écrasant de Tahiti, la légende s'est figée pour l'éternité, laissant dans son sillage une question obsédante qui hante encore la mémoire de ces millions de fans aujourd'hui. Est-ce là le tarif impitoyable qu'il faut nécessairement régler pour avoir possédé une âme bien trop vaste, un cœur battant trop fort pour la mesquinerie de notre époque? Le destin de Joe Dassin, figure emblématique, va bien au-delà de la simple fiche biographique d'une vedette de la chanson. C'est une véritable tragédie grecque moderne qui nous renvoie à nos propres failles. Son parcours résonne en 2026 comme une sirène d'alarme, nous alertant solennellement sur la facture salée, voire mortelle, que réclame le Star System à ses enfants chéris. Il met en lumière ce froid sidéral, cet isolement absolu qui vous saisit une fois parvenu au sommet de l'Olympe, loin des regards du public. La France entière a chéri cette idole, l'image parfaite du gendre idéal, sans la moindre égratignure, celui à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais avons-nous tendu l'oreille? Vraiment? Avons-nous perçu le hurlement de détresse, dissimulé derrière les refrains enjoués et les mélodies qui faisaient danser les foules? Il a consumé son existence comme une chandelle, attaqué par 2 flammes voraces, sacrifiant sa santé pour nous éclairer esclaves d'un perfectionnisme tyrannique qui ne lui laissait aucun répit jusqu'à l'épuisement total. Son effondrement soudain sous le soleil de Tahiti, en plein paradis terrestre, agit comme un rappel brutal que derrière l'icône scintillante et intouchable se terre un homme de chair de sang et d'angoisse aussi fragile et désemparé face au destin que n'importe lequel d'entre nous. Les disques d'or et les couvertures de magazines ne sont pas des boucliers contre le malheur. Ironiquement, la gloire attire souvent la foudre plutôt que de l'écarter. Le succès ne fait qu'amplifier les échos de la douleur, surtout dans l'atmosphère ouatée et impersonnelle des suites de palace, ou le vide effrayant d'une loge après le spectacle. En cette année, 2026, quand résonnent encore ces tubes qui fleurent l'été. Indien et la douce nostalgie d'une époque révolue, tâchons de décrypter le message secret, la vérité crue, qui se tapit dans les silences angoissants entre 2 accords de guitare. Ne nous laissons plus seulement bercer par ce timbre de velours rassurant. Écoutons les palpitations irrégulières d'un cœur qui a aimé à en mourir, donné sans compter et souffert en silence. Joe Dassin nourrissait une angoisse viscérale, une hantise absolue, celle de voir le temps marquer son visage et l'âge le rattraper. L'idée même que son image puisse se flétrir, que le mythe puisse s'écorner aux yeux de ses fans, le plongeait dans une terreur incontrôlable. Son obsession était de demeurer cet éternel jeune premier impeccable dans son costume blanc cintré. Tragiquement, il a gagné son pari fou en figeant le temps par sa propre fin prématurée. Il reste gravé dans l'inconscient collectif français comme une statue de marbre, une beauté épargnée par les ravages de la vieillesse, mais victime collatérale de sa propre légende dévorante. En fin de compte, c'est sa quête d'une perfection absolue, dans un monde fondamentalement défectueux, qui a eu raison de ses forces vitales.
Il nous lègue un héritage musical solaire et radieux, paradoxalement forgé dans les brasiers de ses tourments intimes et de ses doutes. La prochaine fois qu'une célébrité nous éblouira de son sourire de façade sous les feux de la rampe, ayons peut-être une pensée émue pour le grand Joe. Et interrogeons-nous sur ce que cache ce vernis, quelle dose de vérité subsiste et quel sacrifice humain a été exigé pour maintenir ce masque de félicité. Un immense merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette plongée émotionnelle au cœur des souvenirs d'une légende inoubliable. Si le destin tragique de cet homme au cœur d'or fracassé vous a ému, et si vous croyez qu'il faut honorer l'humain derrière la paillette, alors prenez un instant pour déposer un hommage écrit dans l'espace commentaire ou pour relayer ce récit poignant autour de vous. Rejoignez notre communauté en vous abonnant et activez les notifications. Nous avons encore tant de silence à briser et d'âmes à mettre à nu dans nos prochaines investigations. On se retrouve très vite pour explorer une nouvelle destinée hors du commun. Prenez soin de vous.